Nous passons donc à la deuxième partie de cette première partie de l'après-midi. Donc Juliette, pour la table ronde sur la gestion d'actifs et comment la gestion d'actifs peut finalement aider à faire bouger les choses. Alors bonjour ou rebonjour à toutes et tous. Donc bienvenue à cette deuxième table ronde. Gestion d'actifs et climat, comment mieux investir face au scénario 2 degrés. Et je dirais même face au scénario, si possible, 1.5, vu tout ce que vient de dire Valérie Masson-Delmotte. Donc pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter Arthur Chabrol, directeur général délégué d'Aviva France et directeur général d'Aviva Vie, Laurent Clerc, directeur d'études et d'analyse des risques à la CPR, Fanny Picard, associée fondatrice du fonds d'Alter Equity, Maria Scollan, directrice de projet à l'Institut for Climate Economics et à la Caisse des dépôts, et Philippe Zawati, directeur général de Mirova, société de gestion du groupe Natixis. Alors moi je me mets là, allez-y. Alors pour entamer cette table ronde, nous allons aborder le thème de la prise de conscience. Le secteur financier a-t-il suffisamment pris conscience du risque climatique ? C'est une question qui est souvent revenue lors des discussions préparatoires de cette table ronde. Et parce que pour mieux investir, encore faut-il avoir conscience que le risque existe. Maria Scollan, vous avez avec Pierre Ducret rédigé la partie finance d'un premier rapport mondial de l'Observatoire Climate Change, qui a aussi été rédigé sous l'égide de Finance for Tomorrow. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres sur les investisseurs institutionnels qui nous donneraient une photographie des investissements aujourd'hui en direction de la transition écologique et qui pourraient voir le niveau de prise de conscience actuel? Donc, nous avons récolté des chiffres portant sur 2017-2018 et un panel des 500 plus gros investisseurs institutionnels mondiaux et les 50 plus gros gestionnaires d'actifs au monde également. Et cette étude montre... C'est plus proche. Ok. Cette étude montre que 40% seulement des investisseurs institutionnels déclarent avoir une politique climat, tandis qu'ils sont 90% des gestionnaires d'actifs. Donc 60% des investisseurs ne font rien en matière de climat. Ce décalage entre les asset managers et les investisseurs nous incite à penser que dans le renouvellement des mandats de gestion des asset managers vers leurs clients, il sera intéressant de mettre plus systématiquement la question du climat au centre des discussions. Si on regarde maintenant les moyens mis en œuvre par les 40% des investisseurs institutionnels, il reste quand même, pour l'instant, encore largement partiel, puisque c'est principalement l'achat d'actifs verts qui est pratiqué par 25% des investisseurs institutionnels, puis vient le vote en assemblée générale, qui est plus largement pratiqué par les gestionnaires d'actifs, sur les questions climatiques en fait. Et enfin, l'approche par les risques reste très embryonnaire, puisque seulement 10% des investisseurs institutionnels à l'échelle mondiale calculent l'empreinte carbone de leur portefeuille, et 6% d'entre eux déclarent avoir identifié les actifs risqués au regard du climat dans leur portefeuille, ce qu'on appelle les stranded assets. Si je peux me permettre un focus sur la France, les résultats de la France, singulièrement, reproduisent un peu ce partage 40%, 60%. Ça, c'est issu d'une étude Novetic portant sur 2018, sur l'examen des rapports de l'article 173 de la loi française qui oblige les investisseurs, comme vous le savez sans doute, à publier, à faire un reporting sur leur politique liée au climat.
Il me semble qu'il y avait un chiffre de 0,1% que vous avez... Oui. En effet, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à l'échelle mondiale, si 25% des investisseurs institutionnels déclarent investir dans des actifs verts, en fait, le montant des actifs verts dans leur portefeuille est inférieur à 1% de leur valeur, ce qui est vraiment très faible. Donc un commentaire là-dessus, donc un portefeuille c'est vraiment un stock d'actifs, donc ça ne peut que monter. Et enfin, il y a peut-être aussi un problème de mesure, d'identification des actifs verts dans les portefeuilles. Ça, on va voir ça après. Ouais. Donc en France, ce pourcentage d'1% est déjà atteint, mais pas dépassé. Et il est, puisque Novetic a fait cette recherche, il est principalement il est représenté par des actifs immobiliers. Donc 40% des investisseurs ont une politique climat digne de ce nom, mais en moyenne, les investisseurs institutionnels français sont beaucoup plus sérieux, sont beaucoup plus efficaces dans leur politique climat que la moyenne des investisseurs mondiaux. 60% des investisseurs ont une politique qui est insatisfaisante, soit qu'elle se borne, je dirais, au minimum syndical, soit, pour 25% d'entre eux, qu'elle est inexistante. Donc pour résumer, je dirais qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans la prise de conscience, mais au-delà de la prise de conscience, dans la qualité des politiques mises en œuvre et le suivi dans le temps, on verra ce que ça devient, notamment sur la mise en œuvre de l'article 173. Il serait important que cela ne devienne pas un reporting de pure conformité. Très bien, merci beaucoup Maria. Fanny Picard, vous avez fondé un fonds d'investissement dont la philosophie est engagée en faveur d'une économie à la fois responsable et rentable. Comment est-ce que vous réagissez à ces chiffres? L'urgence n'est pas encore à l'agenda? Alors, peut-être pour préciser, nous investissons dans des entreprises qui, par leur activité, sont utiles aux personnes, d'une part, dans des secteurs tels que l'éducation, le bien-être et la santé, le soutien d'entreprises, d'une société plus responsable. Et puis, nous investissons dans des entreprises dont l'activité contribue à répondre aux grands enjeux environnementaux, c'est-à-dire le dérèglement climatique, la perte de biodiversité, l'épuisement des ressources, et puis le stress hydrique et la qualité de l'eau, de l'air et des sols. Et en plus de ça, ou en parallèle, nous demandons aux entreprises de progresser dans leur pratique de gestion vers plus de responsabilité, le tout en recherchant un rendement d'au moins 10% net pour nos souscripteurs. Voilà. Nous avons été un des premiers fonds de private equity profondément engagés vers le développement durable. Évidemment, ces chiffres sont aussi angoissants que la teneur de la conférence précédente. Je crois, pour ce qui me concerne, les personnes qui m'entourent et qui sont compétentes en matière de climat ne parlent plus jamais de scénario 1 ou 2 degrés. Ils sont sur un scénario 4 degrés à la fin du siècle. Et leur questionnement, c'est de savoir si ça risque de dériver vers 6 ou vers 8. Donc aujourd'hui, on est face à des enjeux de dérèglement climatique qui sont, mais vous le savez tous, et vous l'avez très bien compris, absolument colossaux. Et la profession qui est la vôtre va être confrontée en première ligne à ces enjeux, qu'il s'agisse des impacts des événements climatiques extrêmes. J'ai vu récemment, ça m'a vraiment étonnée, je n'imaginais pas, que la France est 18e au monde, fait partie des 20 pays les plus touchés par le dérèglement climatique. Alors évidemment, c'est essentiellement lié au au phénomène climatique extrême des DOM, mais en fait, il y a d'autres mais aussi éléments. Au pourtour méditerranéen. Absolument, et notamment les épisodes de Cévenol, la sécheresse de 2003, et ça représente de l'ordre de 2000 morts par an et 2 milliards de dommages, 2 milliards que vous devez assurer. Donc, vous êtes exposé en premier lieu. Bien sûr, il y a les réassureurs, mais peut-être que les réassureurs seront aussi exposés que vous. Bien sûr, vous pouvez vous dire qu'à un moment, si un risque n'est plus assurable, vous ne l'assurerez plus, mais enfin, quand même, vous faites partie de ceux qui sont les plus exposés aux conséquences de ces dérèglements climatiques. Et par ailleurs, vous disposez de ressources financières colossales qui peuvent avoir un impact sur la manière dont les entreprises se comportent ou investissent. Donc, j'espère, bien sûr,
ne peut pas imaginer que les politiques des assureurs, je le constate d'ailleurs, enfin, on voit aujourd'hui les discours évoluer très 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 rapidement et les mouvements se faire. On va peut-être donner la parole à Arthur Chabrol, réagir sur ce que vient de dire Fanny Picard. Rapidement. Il marche, ouais. Pour comprendre les enjeux du réchauffement, on peut effectivement écouter ce qu'a dit la personne précédente qui était absolument passionnante et aussi faire notre métier d'assureur tous les jours. Et quand on fait ce métier tous les jours, on se rend bien compte que les effets du réchauffement, ils sont là. Alors j'avais l'habitude, quand je parlais jusqu'à ce week-end, d'évoquer les événements climatiques dans l'Aude. C'était le dernier grand événement d'inondation. C'était il y a 6 mois, il y a vachement longtemps. Et là, depuis ce week-end, nous travaillons sur un événement que vous avez tous vu, qui s'est passé dans la Drôme, qui est absolument dramatique par son intensité de grêle. Et on a ouvert dès immédiatement 300 sinistres. Donc, je pense qu'effectivement, on peut en discuter à l'infini, soit d'un point de vue très top-down, et j'ai trouvé passionnant l'exposé précédent, soit de façon extrêmement bottom-up, et je pense que tous les assureurs dans la salle, et il y en a énormément, absolument convaincus en faisant leur métier tous les jours, comme nous le suggérait Pascal, que ce risque est là et qu'on doit absolument changer nos comportements et anticiper tous les risques physiques, je viens d'en évoquer un, risque de transition, risque qu'aujourd'hui on maîtrise très mal, on en reparlera tout à l'heure, qui sont les risques de responsabilité, les risques juridiques qu'aujourd'hui on mesure extrêmement mal. Voilà. Philippe Zawati, vous voulez dire quelque chose sur la prise de conscience ? Sur la prise de conscience globalement du secteur financier, bon, tout dépend de comment on regarde les choses. Si on regarde les choses, disons, dans la dynamique, sur les dernières années, on peut se dire qu'il y a eu une accélération absolument considérable de la prise de conscience depuis 3-4 ans. Je veux dire, il y a 3-4 ans, il ne se passait vraiment rien, quoi. Je veux dire, non, mais sérieusement, sur le sujet climatique, objectivement, dans la finance, il ne se passait rien avant 2015. À partir de 2015, il y a quand même cette double prise de conscience, à la fois du secteur financier, que le climat est devenu un sujet incontournable. C'est le discours de Marc Carnet, hein, qu'on connaît tous, sur les différents risques. Et donc, par l'intermédiaire du risque, on prend en considération ce sujet climatique. Mais je trouve qu'il y a une deuxième prise de conscience aussi, tout aussi importante, qui est celle de la part des ONG, des climatologues. Et Valérie Masson-Delmotte l'a bien dit tout à l'heure, elle a cité la finance à plusieurs reprises, à la fois comme un élément d'accompagnement, d'investissement, mais aussi un élément de prise de conscience aussi des épargnants, on y reviendra peut-être. Et donc il y a cette prise de conscience des ONG, du monde du climat, qu'on ne pourra pas réussir sans la finance, et notamment sans la finance privée. Et donc cette double prise de conscience fait qu'il y a eu une accélération majeure ces dernières années, c'est incontestable. Après, si on mesure par rapport à ce qui est nécessaire, évidemment, on est très, 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 très loin du compte. Mais on est très loin du compte. Pourquoi ? Parce que parce qu'il y a deux écueils absolument importants qui sont face à nous, malgré cette prise de conscience. Le premier écueil, c'est l'inertie, c'est le business as usual, c'est le fait que après cette conférence, vous allez tous retourner dans vos métiers, dans vos boulots, et nous aussi, et on va continuer à faire ce qu'on fait tous les jours depuis des années. Donc cette pression, cette inertie du business as usual est absolument considérable, extrêmement difficile de faire bouger ce paquebot. Puis le deuxième élément quand même, qui est plus gênant, plus grave, c'est le greenwashing. C'est le greenwashing, c'est-à-dire l'impression qu'on fait des choses alors qu'en réalité on fait peu. Et aujourd'hui, ce greenwashing, il est, j'allais dire, d'autant plus inquiétant que la prise de conscience est importante. C'est assez paradoxal d'une certaine façon, mais c'est... bon, nous, on faisait partie avec Mirova et avec quelques autres plutôt des pionniers. Donc il y a quelques années, on s'est intéressé à ça avant cette prise de conscience. Et donc on était dans un monde où on portait cette bonne parole en tant que pionnier autour de gens qui ne faisaient pas grand-chose. Fanny connaît bien ce sujet parce qu'elle a vécu un peu la même chose. Et donc on avait l'impression d'être particulièrement utile et de faire bouger les choses, faire bouger le marché en tant que pionnier. Aujourd'hui, tout le monde parle de climat. Et ce que fait cette conférence, c'est un exemple de ça. Partout. Dans tous les secteurs, aujourd'hui, on n'organise pas une conférence sans parler de sujets climatiques. C'est très bien, hein, mais il ne faut pas que ça aboutisse à une dilution et au fait que ce qu'on appelle
prendre en compte les critères environnementaux et sociaux, intégrer le ESG, ce genre de choses-là. Il faut bien comprendre que c'est pas à ce niveau-là qu'il faut, que l'enjeu. Il faut garder l'enjeu le niveau d'excellence des pionniers et le généraliser, et pas le généraliser en diluant. C'est bien pour ça que nous tenions à ce que la conférence commence par des chiffres précis qui montrent qu'on n'en est encore qu'à 1%, comme l'a rappelé Maria. Alors, juste quand même un commentaire sur 1%. 1%, ce dont parlait Maria, ce sont les actifs qui sont dits spécifiquement verts, c'est-à-dire vraiment les investissements dans des sujets, dans des objets qui vont spécifiquement... Donc voilà. les seuls qui ne soient pas du greenwashing peut-être. Non, parce qu'on n'a pas besoin que de ça. On a besoin d'investir dans le spécifiquement vert et de passer sans doute de 1% peut-être à 10%. Mais on a aussi besoin de revoir complètement les investissements dans le reste, c'est-à-dire de faire en sorte que les investissements, y compris dans les industries qui sont intensives en énergie, poussent à plus d'efficacité énergétique, etc. C'est-à-dire qu'il faut faire bouger l'ensemble de l'économie et du système et pas seulement les actifs verts. Très bien. Donc, ça me donne avant d'aller vers les solutions vertes, il faut d'abord sortir des énergies fossiles, ce qu'on appelle sortir du brin. Et ça, c'est la prochaine séquence de cette table ronde. Et la première étape, c'est, suite à nos conversations, la mesure de l'exposition des portefeuilles. Je vais commencer par vous, Laurent Clerc. Comment s'y prendre et quels sont les obstacles ? Merci. Donc moi, je vais m'appuyer principalement sur deux rapports qu'a publié la CPR récemment, qui portent sur la façon dont les banques et les assureurs traitent le risque climatique. Donc c'est la question de la mesure des expositions au risque. Alors, ce qu'on constate, c'est effectivement des progrès dans la mesure où le risque climatique est passé de quelque chose qui faisait partie de la politique RSE, c'est-à-dire quelque chose qui était perçu principalement sous l'angle du risque de réputation, à quelque chose qui intègre progressivement les directions des risques. Donc, direction des risques, ça veut dire prise en compte du risque climatique comme un facteur influençant les risques financiers. Et donc, ça conduit à développer un certain nombre de mesures. Alors, le constat qu'on dresse depuis la CPR sur les mesures de risque et d'exposition, c'est qu'il y a des progrès qui ont été faits. Ces progrès ils portent principalement sur les risques sur lesquels, évidemment, les assujettis se sentent exposés. Et le risque principal, c'est le risque de transition, c'est-à-dire le risque qu'un ajustement s'opère en raison d'une politique économique ou d'un changement de technologie et dévalorise un certain nombre d'actifs. Des risques qui sont mal mesurés, c'est le risque physique. On a vu tout à l'heure un certain nombre de projections climatiques. Les expositions des banques et des assureurs français sont déjà principalement localisées en France, donc relativement peu exposées, sous les réserves qu'on vient d'évoquer, par rapport à d'autres zones géographiques. Mais ce sentiment de faible exposition, il est amplifié par le fait que souvent, on ignore qui est le teneur ultime de risque, c'est-à-dire que quand on écoute un peu les uns et les autres, les banques disent bon, le risque physique, oui, on est exposé, mais c'est l'assureur qui porte le risque. L'assureur dit oui, mais c'est le réassureur. Et en fait, personne ne prend en compte cette dimension un petit peu systématique. Les progrès, alors les risques qui sont encore moins mesurés, c'est les risques de responsabilité, c'est-à-dire tous les risques qui sont liés à des conséquences potentiellement juridiques. Alors c'est vrai qu'il est difficile de faire le lien entre la fourniture d'une assurance ou d'un prêt et son impact sur le réchauffement climatique. C'est très indirect, mais on voit un certain nombre de recours croissants sur ces différents risques. Alors, une des raisons, ça vient aussi à la difficulté de caractériser les expositions. On parlait de vert et de brun. Aujourd'hui, il n'y a pas de définition consensuelle. On en attend peut-être une demain de la part de la Commission européenne qui doit rendre son rapport. Mais en l'absence de définition précise de ce qui est vert ou pas, ça devient très compliqué de mesurer les expositions. On va y revenir, mais Arthur Chabrol, vous aviez dans cette partie sortir du brin, vous m'avez parlé d'une sorte de manque d'incitation de la part réglementaire, ou en tout cas pour devenir plus vertueux. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots ?
Alors, bon, le chemin, Philippe l'a très bien dit, l'accélération du chemin, on l'observe tous. Je pense que dans le dialogue qu'on a avec notre superviseur, avec nos superviseurs, il y a des groupes internationaux dans la salle qui ont plusieurs superviseurs. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur notre cher superviseur français. Je pense qu'on a aussi connu un petit peu 3 phases. On a d'abord, bon, il faut reconnaître qu'on part de loin. Et je vais revenir un petit peu dessus. C'est sûr que récemment, il y a eu un gros travail. Laurent vient de parler des enquêtes ACPR et elles ont été tout à fait remarquables. Et il faut absolument les lire pour bien voir où en sont les secteurs de la banque et de l'assurance. Et puis, je crois qu'il faut qu'on dessine autour de ces tables ce qu'on peut faire mieux pour le futur. Donc, j'essaierai de partager avec vous un certain nombre d'idées. Alors, c'est vrai que quand on revient sur le passé, on part de loin parce que le focus dans les dialogues, dans les discussions qu'on a avec le régulateur ou le superviseur, ou on peut les mettre au pluriel, était essentiellement de 2 sortes. D'abord, et vous en souvenez tous, il y a des actuaires dans la salle, il était très prudentiel. Pendant des années et des années, on a cru que Solvabilité 2, c'était le pilier 1. Donc on se passionnait pour ce sujet, pour la formule standard, pour ceux qui, comme moi, par chance, ont développé des modèles internes. Voilà. Bon, c'était un débat très intéressant, mais qui, ni en entrée ni en sortie, finalement, ne traitait des enjeux qui nous intéressent et qui nous rassemblent aujourd'hui. Après, on a eu la deuxième vague, qui est toujours en cours, qui est une vague tout à fait passionnante de protection du consommateur. Là aussi, et pourtant on est plus près de notre sujet, on ne peut pas dire que le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est un sujet de départ, que ce soit de PRIPS, de la DDA ou de MiFID, puisqu'il y a des gestionnaires d'actifs aussi dans la salle. Donc je pense qu'on... Tout ça, c'est la base de notre dialogue, c'est extrêmement utile, ça nous a permis de faire un saut en avant, mais ce n'est pas complètement le sujet, et donc on devait accélérer. Alors on a accéléré, Laurent a bien fait d'évoquer cette enquête, elle est ce qu'on peut en retirer. Je pense qu'on observe tous les jours dans les lois, les ordonnances, les décrets, un certain nombre de signes positifs. Pierre ne me contredira pas, la FFA a joué un rôle remarquable. Regardez par exemple dans la loi, maintenant puisqu'elle est promulguée Pacte, dans cette loi, il y a désormais des obligations d'investissement dans des fonds labellisés. Et le fonds, vous savez que le label climat, c'est le label qu'on appelait le label tech, maintenant Greenfin. Donc ça, c'est très positif. Même si c'est à horizon 2022, il y a déjà une première étape en 2020. Ceux qui ont suivi les ordonnances et décrets des FRPS la semaine dernière, il y a aussi mention dans la politique d'investissement des FRPS de prise en compte de critères, et notamment de critères climat. Donc ça, c'est très positif. Mais c'est très récent. Les exemples que je viens de citer sont extrêmement récents. Et l'enquête dont Laurent parlait, elle date d'avril. Donc c'est très très récent. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Bon, je ne vais pas revenir sur les conclusions de l'enquête, tu les as très bien présentées. Je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire. De toute façon, les interlocuteurs avant les ont aussi très bien dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue prudentiel ? Tout à l'heure, il y a eu une question de Michael sur la compta, question qui était à Pascal. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue prudentiel et comptable ? Alors moi, je crois que d'un point de vue pilier 1, on ne peut pas faire grand-chose. Et on voit bien que la logique du pilier 1, c'est pas tellement une logique... C'est une logique qui se rattache à des familles de risques, et notamment côté actif, à des classes d'actifs. Bon, donc, je ne crois pas qu'il faut secouer la compta et secouer tous les concepts et les concepts prudentiels du pilier 1. Je pense qu'on aura du mal. Par contre, il est sûr que le corpus Solva 2 nous offre plein d'opportunités pour le faire au titre du pilier 2. Et là, il y a plein de choses à faire qui sont probablement beaucoup plus simples. Alors, on pourrait imaginer des scénarios Orsa, c'est quand même la moindre des choses. Ça a été imaginé pour ça, je rappelle, l'Orsa, cher à beaucoup d'entre nous. On peut imaginer d'écrire ou de formaliser un petit peu mieux le principe de la personne prudente. On a écrit des tas de choses là-dessus. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup plus de guidance et de doctrine de la part de la CPR. On a imaginé, et la CPR nous a aidé à comprendre la gouvernance dans le pilier 2 de Solvabilité 2. Vous vous souvenez, avec le rôle du conseil d'administration, les dirigeants effectifs, les fonctions clés. Bon, il y a peut-être une fonction clé qu'on a oubliée, qui est la fonction clé d'un chief, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, sustainability officer, hein, donc il serait une fonction clé. Est-ce que c'est le directeur des risques ? Peut-être. En tout cas, il faut l'imaginer dans nos entreprises. Et je ne crois pas qu'il faut le laisser, ce qu'on a tous fait, qui est un biais qu'on peut bien reconnaître, au niveau d'une espèce de fonction RSE située à mi-chemin entre la com et les RH. C'est plus du tout l'enjeu. Donc je crois que si on veut que ce soit une fonction clé, il faut la mettre vraiment à sa juste place et avec un support et un sponsoring, bien sûr, des dirigeants effectifs de l'entreprise au sens de Solvabilité 2. Donc on voit bien que dans le pilier 2, on a probablement beaucoup de bonnes idées pour engager beaucoup plus le discours avec notre superviseur et nos régulateurs. En termes de protection du consommateur, je crois qu'aussi on a beaucoup de choses à faire.
Ah, rapidement. Bon, alors je vois que vous n'êtes pas passionné de la DDA, c'est pas grave. Non. Dans la DDA, il me semble qu'on a beaucoup de choses à faire pour beaucoup plus inciter nos apporteurs. On a fait un tour de France de nos apporteurs il n'y a pas longtemps pour leur expliquer toute notre nouvelle gamme de produits, notamment climat. Ça prend énormément de temps. Je pense qu'on serait aidé là aussi, On en avec parlera à la fin probablement de ça. un petit peu plus C'est la dernière séquence. de devoirs de conseil pour nos apporteurs. Voilà, je m'arrête là parce que j'avais plein d'autres idées, mais c'est pas grave. Est-ce que Laurent Clerc, juste vous voulez réagir à cette demande de la part de votre voisin de droite, qui c'est quand même pas fréquent? Non, c'est pas fréquent, donc je vais sauter sur l'occasion. Non, tout à fait. En fait, la suite des rapports, c'est effectivement de continuer de travailler, notamment avec l'industrie, à la fois bancaire et assurance, sur 2 dimensions. Donc, il y en a une qui a été évoquée sur les questions de gouvernance de risque. Ça porte la question à la fois des moyens et de l'allocation des responsabilités. Et la deuxième, ça porte effectivement sur cette prise en compte dynamique des risques climatiques sous l'angle des scénarios. Et donc là, le constat, c'est qu'effectivement, dans le domaine de l'assurance, c'est déjà bien avancé. D'après l'enquête qu'on a faite, on a à peu près la moitié des assureurs qui intègrent déjà le risque climatique dans leur SA. Alors, ce n'est pas forcément le changement climatique, mais déjà le risque climatique, c'est pas si mal. Mais l'idée, c'est d'aller un cran plus loin et puis surtout de développer effectivement ces scénarios. Juste dernier point, la différence peut-être entre un assureur et puis un banquier, c'est que dans l'incitation, chez le banquier, c'est le pilier 1 qui est très important parce que ce qu'il veut, lui, surtout, c'est des incitations sous forme d'économie en capital. Donc on voit qu'on est dans une logique ici très différente. Alors justement, concrètement, Maria Scolan, sortir des énergies fossiles, puisqu'on maintenant, concrètement, ça se passe comment? Quelles sont les 2 options? Avant de répondre exactement, je ferai une remarque pour rebondir sur ce que vous avez dit. Je dirais que les moyens pour réduire les risques liés au climat, notamment dans les portefeuilles, préexistent à leur bonne mesure et à leur bonne gestion. Donc, même maintenant, on peut tout à fait agir. Et ces moyens, là j'en reviens à votre question, ils sont principalement au nombre de 3. Ils sont issus de l'investissement socialement responsable. C'est exclure, engager, mener un engagement actionnarial et verdir les portefeuilles, dont peut-être on parlera plus tard. Donc on a souvent opposé les politiques d'exclusion et les politiques d'engagement actionnarial. Mais en fait, actuellement, les investisseurs qui mènent des politiques climat conséquentes mènent les 2 outils conjointement. Ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes effets. Les avantages de l'exclusion, c'est justement, c'est un peu une lapalissade, mais c'est qu'ils permettent de réduire radicalement, de supprimer les risques liés au climat qui sont portés par les valeurs dans lesquelles un investisseur désinvestit. Bon, l'inconvénient de l'exclusion, c'est qu'il ne garantit pas que les entreprises concernées se mettront sur une trajectoire de prise en compte du climat. Et donc, à l'échelle de la société, de l'économie, c'est un moyen qui a peu d'impact. Et surtout que les actifs seront rachetés. C'est ça. Oui. Donc, une fois la vente effectuée, l'investisseur engagé n'a plus aucun moyen d'agir. La bonne nouvelle, c'est que des études économétriques ont montré récemment que mener une politique d'exclusion, même à l'échelle d'un secteur entier, par exemple les énergies fossiles, n'a pas de conséquences sur la rentabilité d'un portefeuille. Ça ne nuit pas à la rentabilité d'un portefeuille. Ce qui est contraire aux théories qu'on a apprises sur la diversification des actifs. Et ces études économétriques sont également corroborées par l'expérience de fonds qui pratiquent l'exclusion sur des périodes de 2-3 ans, tandis que les études, j'ai oublié de dire que c'était à plus long terme, 15 ans.
Donc, les politiques, je peux décrire un peu les politiques d'exclusion pour vous dire qu'elles sont assez généralisées dans le secteur du charbon. Elles commencent à apparaître de la part de très grands investisseurs qui sont des prescripteurs à l'échelle mondiale de politiques dans le domaine plus large des énergies fossiles. Et je ne citerai que le fonds de pension norvégien, le plus gros investisseur mondial, avec $1 trillion d'actifs en portefeuille, qui vient de définir une politique d'exclusion de son portefeuille des entreprises qui exploitent et produisent du gaz et du pétrole. Donc ça n'est pas rien, c'est 134 entreprises, ça ne couvre pas encore les majors qui sont présents sur toute la chaîne du secteur, mais ça représente quand même 7 milliards de dollars d'actifs. Et une des majors comme Shell vient également d'inscrire dans ses publications financières le risque de désinvestissement, d'exclusion, parmi les risques auxquels elle va être confrontée à l'avenir. J'en viens à l'engagement peut-être ? À l'engagement actionnarial. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients ? Alors, rapidement, l'engagement se mène de deux façons, soit par un dialogue direct de l'investisseur avec le management de l'entreprise concernée, soit par le dépôt et le vote de résolution en Assemblée générale sur le climat. Les avantages, c'est que ça permet de faire pression sur les entreprises. Donc, c'est une promesse de transition de ces entreprises. En revanche, ça risque d'être lent. Certaines grandes entreprises mondiales sont nettement plus puissantes que leurs actionnaires. Et aussi, ne pas exclure ou sembler n'avoir pas de politique pour un investisseur le met en risque d'être ciblé par des ONG environnementales qui de plus en plus sont conscientes, on l'a dit, du pouvoir de la finance pour agir sur le climat. Philippe, pardon, vous vouliez redire un mot ? Un mot, oui. Pour être efficace, l'engagement doit être massif, continu dans le temps, porté sur de bonnes exigences et être assorti de menaces, par exemple, d'exclusion. Et on voit des coalitions qui viennent de se former récemment, qui ont des résultats très satisfaisants, notamment vis-à-vis des compagnies pétrolières. C'est le cas de la coalition Climate Action 100+. Philippe, sur l'engagement versus l'exclusion, est-ce que vous avez un mot à dire ? Oui, je pense qu'il faut les deux en fait. Il faut les deux, et puis il faut même pas seulement les deux, il faut que les deux soient corrélés avec un mouvement de la société civile qui va de pair en fait. C'est ça c'est à ce moment-là qu'on arrive à faire bouger les choses. Si vous regardez l'histoire de l'investissement responsable de toute façon depuis un siècle, les moments où ça a été efficace, c'est quand il y a eu des connexions fortes avec des mouvements au niveau de la société civile. C'est le moment où les investisseurs américains sortent des entreprises qui ont des filiales en Afrique du Sud, par exemple. C'est un mouvement citoyen au démarrage qui se traduit par un mouvement financier. Donc moi, ce que je trouve intéressant dans la partie divestment, c'est autant ce qui s'est passé au niveau des financiers que le mouvement sous-jacent qui est le 350.org, notamment aux États-Unis, les mouvements au niveau des universités américaines. Parce que là, on a une connexion, on a un mouvement financier qui est compréhensible par le grand public. L'engagement, c'est bien, c'est essentiel, c'est absolument indispensable, mais ça ne se comprend pas forcément par l'investisseur, par le grand public. Dire « je n'investis pas dans telle ou telle société », tout le monde comprend, et ça permet de faire cette connexion. Et ça me paraît vraiment clé. Si je puis me permettre, c'est intéressant parce qu'effectivement, le discours grand public peut être un peu différent de celui qu'on va se tenir aujourd'hui. Moi, je crois que si on demande à des assureurs dans la salle, est-ce que ce qui est plus important, c'est l'engagement ou le désinvestissement ou l'exclusion, tout le monde doit répondre l'engagement.
Tout le monde doit répondre à l'engagement parce qu'on est engagé à très long terme. Je rappelle qu'on a déroulé extrêmement long, donc on ne peut pas répondre autre chose. Par contre, tu as parfaitement raison. Dans la communication au grand public, il faut que cette valeur du désinvestissement, cette option, ne reste pas trop hors la monnaie et de la valeur et qu'on puisse l'exercer. C'est important de faire la distinction. Merci beaucoup. Donc on va sortir de cette séquence sortie du brun et on va essayer d'aller dans le vert. Il y a beaucoup de choses à définir, et parce que c'est une chose de flécher les investissements vers les solutions, mais c'en est une autre de y aller vraiment. Donc, en préparant cette table ronde, Maria Scollan, vous m'avez dit « Les investissements verts sont mal connus, trop petits, perçus comme risqués et non liquides. » Donc ça fait beaucoup de choses, pourtant il ne faut pas baisser les bras. Ils peuvent être aussi perçus trop gros, ils peuvent manquer de profondeur, etc. Mais bon... En tout cas, bon, c'était la phrase que vous m'avez dite. Alors, on va essayer de répartir un peu tous ces inconvénients sur lesquels il faut passer par-dessus. Donc, Maria Scollan, pour commencer, comment répondre à ce besoin de liquidité ? Eh bien, il existe des produits merveilleux pour ça. Et le produit roi, la valeur reine, c'est l'obligation verte. Donc c'est un actif qui est apparu il y a une dizaine d'années et qui promet à l'investisseur de connaître l'usage de l'argent collecté par l'obligation vers des actifs verts. Donc ça pose évidemment ce problème de classification et de bonne identification de ce qui est vert. Et ça offre aussi aux investisseurs le plus souvent une mesure de l'impact de leur investissement. Je ferai aussi peut-être un petit point sur les prêts verts qui apparaissent depuis très peu de temps, mais qui, mesurés dans les portefeuilles de prêts des banques, permettent d'agréger des actifs tout petits, dans des caractéristiques comparables, des actifs qui n'intéressent pas les investisseurs. C'est de l'efficacité énergétique dans le logement ou bien l'acquisition de véhicules bas carbone. Donc l'agrégation de ces prêts et leur refinancement sous forme de titrisation, là, peut rencontrer la demande des investisseurs. Donc, c'est une manière de les rendre liquides. Et là, l'autre type de produit, ce sont bien sûr les fonds d'investissement. Ils se sont développés aussi massivement récemment. Donc, je vous rappelle que l'investissement vert ne représente qu'1% des portefeuilles des investisseurs actuellement. Ce sont des types de fonds très divers. L'offre des asset managers est très créative. Ça peut être des fonds d'obligations vertes, des fonds spécialisés par thématique bas carbone, exclusion, par exemple des énergies fossiles, ou encore des fonds spécialisés par type d'actifs, des fonds on va en parler après de private equity, voilà, ou bien des fonds d'infrastructure. Je dirais que la dynamique de marché est très forte depuis quelques temps, mais il est probable qu'elle ne suffira pas, parce qu'il reste encore des obstacles pour rendre certains projets finançables. Ces obstacles, ce sont parfois des obstacles réglementaires, ou même c'est ça, des obstacles réglementaires. Ça peut être aussi des obstacles qui sont liés aux modalités de financement de la plupart des actifs dans le domaine de la transition. Ce sont qui se financent comme des infrastructures, c'est-à-dire avec des coûts, des investissements initiaux très élevés, ce qu'on appelle des upfront capex, et ensuite des dépenses de fonctionnement assez restreintes, mais qui sont donc hors de portée de certains investisseurs et de certains porteurs de projets. C'est le cas, par exemple, du véhicule électrique pour pas mal de ménages,
C'est le cas aussi de l'efficacité énergétique dans le logement, etc. Justement, je vais en profiter pour rebondir Voilà. et passer la parole à Philippe Zawati. Comment dérisquer l'investissement? Donc, Mirova réalise des analyses risques et opportunités sur des cas très concrets, notamment le véhicule électrique. Nous avons parlé de ça. Est-ce que vous pourriez nous en dire 2 mots? En fait, si vous voulez, je pense que ce qu'il faut bien voir, en fait, c'est que on a beaucoup parlé du risque, en fait, jusqu'à présent. On a une chance depuis quelques années maintenant, en tant qu'investisseur, nous, c'est que le champ des opportunités est en train de rejoindre ce champ du risque. Donc, sur le risque, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est éviter d'investir dans des entreprises qui vont être frappées de plein fouet par ces sujets-là. Ça va de Bayer, qui a perdu les 3/4 de sa valeur, au risque physique dont on parlait tout à l'heure de la compagnie d'électricité californienne, qui est probablement une des premières faillites liées au risque physique. Donc ça, c'est la partie risque. Mais quand on est un investisseur, regarder ça que par la partie risque, c'est un peu frustrant de certaine façon, parce qu'un investisseur, il cherche quand même à investir, il cherche des bonnes idées, il cherche des entreprises, des projets auxquels il a envie de faire confiance sur le long terme. Et depuis maintenant un certain nombre d'années, la transformation de l'économie qu'on est en train de voir commence à offrir ces opportunités. C'est-à-dire qu'on est en capacité aujourd'hui d'être un investisseur vert. Ce n'était pas forcément facile il y a 10 ans d'être un investisseur vert, ou même il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est possible parce qu'il y a un grand champ d'innovation, c'est dans ce domaine-là aujourd'hui. C'est dans le domaine de la transition énergétique, c'est dans le domaine de l'efficacité énergétique. Alors après, ça implique de comprendre les sujets de façon précise. Ça implique d'analyser les business models sur un cycle de vie. Ça implique de tordre le cou aussi à des mythes ou à des commentaires qu'on va trouver dans les journaux, par exemple, du genre le véhicule électrique, c'est pas écologique parce que il faut aller chercher des terres rares en Chine et que donc du coup on met dans un même panier un peu tous les modèles. Donc c'est pour ça que nous, en tant qu'investisseurs, on est obligé de rentrer dans le détail de ça. Quand on est investisseur dans le sujet de l'énergie ou de la mobilité, il faut qu'on réussisse à comprendre. Est-ce que oui ou non, un véhicule électrique aujourd'hui, ça apporte un gain d'un point de vue changement climatique? Ben oui, ça apporte un gain d'un point de vue changement climatique. Est-ce qu'il y a des problèmes sur les batteries? Oui, il y a des problèmes sur les batteries, mais est-ce qu'elles peuvent éventuellement s'améliorer par les innovations qu'on va avoir dans les prochaines années? Oui, très probablement, on va avoir des innovations qui vont améliorer les solutions, et donc le problème qu'on a aujourd'hui est probablement moins pérenne que le problème de l'émission de CO2 liée aux voitures thermiques. Voilà, ce genre de discussion-là, d'analyse-là, elles sont essentielles et elles vont nous permettre ensuite de mesurer les impacts dans nos portefeuilles. Parce qu'au bout du bout, quand même, je vais peut-être juste dire un mot là-dessus quand même, je pense que le plus important quand même au bout du bout, c'est est-ce qu'on arrive à avoir de l'impact ? Est-ce qu'on arrive à faire changer les choses? Et là, on est un congrès d'actuaires, je suis actuaire aussi, et on aime bien la technique quand même. On aime bien rentrer dans les détails de technique. Alors, bon, Arthur est un grand spécialiste de ça. Et donc, on va rentrer dans la technique, mais il faut qu'on fasse attention quand même quelquefois là-dessus. On peut faire beaucoup de technique avec peu d'impact. Et donc, il faut qu'à chaque fois qu'on rentre dans les sujets de technicité, on soit en capacité de se dire, est-ce que vraiment ça a de l'impact? Il y a eu par exemple beaucoup d'innovations financières sur des fonds dits bas carbone ou des indices dits bas carbone émis par des fabricants d'indices, où la première capitalisation de l'indice, c'était Exxon par exemple. Bon. Et derrière, il y avait tout un tas de calculs, beaucoup de technicité. Impact zéro. Donc je pense que ça, c'est un sujet qu'il faut qu'on ait en tête en permanence. Merci. Arthur Chabrol, je vous laisse la parole. Sur la question d'aller dans le vert, votre première réaction, ça a été de me dire qu'il y avait une question urgente qui était celle des labels. Alors, c'est lié à notre activité d'assureur, d'assureur vie notamment. Vous savez qu'on gère à la fois des actifs généraux qui sont des grands pots,
et puis des unités de compte qui sont directement des choix d'investissement des épargnants. Alors, je voulais m'arrêter sur ce deuxième segment parce que finalement, la question qu'on vient de discuter, lorsqu'on parle avec nos épargnants, ils ne nous disent pas que les investissements climatiques sont pas liquides, trop risqués ou trop je ne sais pas quoi. En fait, ils ne nous disent absolument pas ça. Ils nous disent surtout je voudrais le faire, mais j'y arrive pas. J'aimerais bien investir dans un fonds dédié au financement de la transition écologique, mais je ne sais pas comment faire. Et l'on touche là alors on va en reparler tout à l'heure sur le fait d'arriver à toucher cette épargne. On touche d'abord, selon nous, à un premier phénomène que Philippe a très bien évoqué, qui est le risque de greenwashing. Alors je vais le redire un petit peu moins à l'anglaise, le risque en fait de faire nous-mêmes notre propre évaluation. Et il faut bien le dire, il y a beaucoup de gens du secteur financier dans cette salle, on n'est pas tellement crédible. Aux yeux de l'épargnant final, le fait de dire nous sommes, tout à l'heure quelqu'un l'a dit, je crois que c'était Pascal, à 80% on est ISR, honnêtement plus personne ne nous croit. Alors, une manière de remettre justement ce sujet sur le devant de la scène, ce sont les labels. Alors, vous savez, les labels, c'est un petit peu comme moi je viens d'un cabinet de conseil, c'est un petit peu comme les auditeurs. Donc, aujourd'hui, personne ne discute de l'utilité d'avoir recours à un audit pour les comptes. Parfois, ça prend du temps, parfois on se pose un petit peu des questions qu'on ne devrait pas se poser, mais enfin, personne ne le discute. Personne aujourd'hui ne ferait une due diligence pour acheter une boîte sans avoir recours au travail des auditeurs. Alors le label c'est un peu pareil, c'est-à-dire c'est la revue par un tiers indépendant d'un cahier des charges qu'on peut discuter à l'infini, mais ça ne sert à rien en fait, et qui donne ce tampon externe sur le fait que ce fonds effectivement finance la transition énergétique et pas autre chose. Et c'est pas moi qui le dis, c'est pas Pascal qui le dit, c'est pas Philippe qui le dit, mais c'est un tiers, et je crois que c'est très important. Alors, il y en a plusieurs. En France, on a été, comme toujours, assez en avance. Vous l'avez dit tout à l'heure de manière plus générale pour nos encours, mais c'est vrai qu'on a plusieurs labels. On a le label climat, qui vient de faire peau neuve, notamment par son nom. Il est incroyablement respectable. Allez le voir, les critères sont très sérieux, et c'est de notre point de vue bien fait, ça n'est pas parfait, mais c'est bien fait. On a un label plus générique qui s'appelle le label ISR. On a un label aussi pour tout ce qui est économie sociale et solidaire. Donc on est riche en labels en France. Alors on peut faire mieux, on peut l'étendre à d'autres classes d'actifs. Il y a le projet qui maintenant va aboutir de le faire à l'immobilier, de l'appliquer à l'immobilier, c'est formidable, il faut absolument le faire. Peut-être demain au fonds en euros, l'autre segment dont je n'ai pas parlé aujourd'hui. Donc ça, je crois qu'il faut absolument le faire et homogénéiser bien sûr au niveau européen. Il y a plein de labels qui existent dans d'autres pays. Il faudrait en fait idéalement qu'ils convergent, mais là je reprendrai ce que disait très justement Pascal, on pourrait dire, et tu m'invites à le faire aussi Philippe, on pourrait dire finalement c'est un sujet très théorique et on attend de converger avant de faire quelque chose. Je ne crois pas qu'il faut faire ça, je crois que c'est très bien d'avoir poussé nos labels en France et pousser nos épargnants à y faire référence, parce que c'est une politique finalement plus modeste, plus humble, et on voit bien que quand vous regardez les encours de ces fonds labellisés, ils croissent à une vitesse extrêmement forte. Donc ça correspond bien à cette attente. Merci beaucoup. Fanny Picard, qu'est-ce que ça veut dire pour un fonds d'investissement comme le vôtre d'investir dans le vert? Quels sont vos critères? Comment vous sélectionnez les investissements? Nous avons présélectionné des secteurs d'activité qui nous semblaient avoir un impact positif sur l'environnement. Et donc, soit l'entreprise s'inscrit dans un de ces secteurs. Par exemple, nous avons investi dans une entreprise qui travaille sur l'efficacité énergétique des avions, qui a permis d'éviter l'année dernière l'émission de 400 000 tonnes de CO2. 400 000 tonnes de CO2, si on retient le chiffre de 10 tonnes par personne, ça veut dire 40 000, l'équivalent de l'effacement de l'émission du CO2 émis par 40 000 Français. Donc c'est colossal. On a investi dans une société d'efficacité énergétique des bâtiments. Voilà. Donc ça c'est la liste que j'évoquais tout à l'heure, je ne vais peut-être pas l'évoquer à nouveau. Et puis par ailleurs, eh bien, comme cela a été évoqué ici, et notamment par Philippe, il y a beaucoup d'innovations dans nos métiers. Donc il y a des métiers qui arrivent et que nous ne connaissions pas au moment où nous avons élaboré cette liste. Donc à ce moment-là, s'il est évident que l'activité a un impact positif sur l'environnement, eh bien, nous y investissons sans questionnement. Et sinon, nous consultons un comité d'experts que nous avons formé et qui réunit des personnalités émérites du domaine du développement durable et de la RSE, qui nous donnent leur opinion quant à la question de savoir si l'impact est positif.
Vous avez des critères de suivi aussi. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez investi, vous suivez, vous regardez si dans le temps, les progrès sont là. Tout à fait. Alors en fait, nous suivons deux dimensions. D'abord, une mesure de l'impact à l'échelle de l'activité. Par exemple, les 400 000 tonnes de CO2 l'année dernière de la société qui a développé ce logiciel d'efficacité énergétique du trafic aérien. Et puis, nous demandons, ça c'est au-delà d'une activité à impact positif pour les personnes ou l'environnement, le deuxième critère pour nous pour investir dans une entreprise, c'est qu'elle progresse dans ses pratiques de gestion vers plus de responsabilités sociales, environnementales et sociétales. Et ça, nous lui demandons de structurer un plan d'action en termes de RSE. Et effectivement, chaque année, nous mesurons les progrès réalisés et nous en faisons le rapport à nos souscripteurs. Et quand ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe quand ça ne vous satisfait pas ? Alors quand ça se passe mal, ça a pour conséquence, on a beaucoup hésité entre la carotte et le bâton, et on a plutôt penché côté carotte. Ça empêche les dirigeants d'avoir accès à ce que nous appelons dans notre métier, dans notre jargon à nous, notre technique à nous, un package management, c'est-à-dire un dispositif par lequel nous rétrocédons à l'équipe dirigeante de l'entreprise dans laquelle nous investissons une partie de notre plus-value lorsque notre rendement financier nous semble satisfaisant. Et ça, c'est conditionné au fait qu'ils aient respecté leur plan d'action RSE, que nous appelons business plan extra-financier, à au moins 70%. Donc s'ils sont en dessous du 70%, pas de package management. Et ça peut représenter des sommes significatives. Quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez aussi dit, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il faut changer la règle d'or du 10 entreprises par fonds. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ? Pourquoi ça favoriserait l'investissement vers les solutions bas carbone ? Non, alors ça dépend de la taille des fonds et de leur vocation. C'est vrai que nous, dans notre métier qui est assez venture, on intervient dans des entreprises qui ont... Alors c'est très divers dans le portefeuille. L'entreprise la plus petite fait autour de 2 millions de chiffre d'affaires, et la plus grosse 130 millions de chiffre d'affaires. Mais enfin, quand on est sur une entreprise de 2, 3, 4 millions de chiffre d'affaires, c'est assez risqué. On n'est pas sur de l'amorçage, on n'est pas sur du tout début de vie, mais quand même, ça reste des petites entreprises. Et donc, comme le risque est important, eh bien, c'est mieux de le diversifier. Vous connaissez cette question de la répartition du risque mieux que moi. Donc, oui, si on peut mieux répartir le risque, eh bien, on a une espérance de rendement, normalement, là je parle à des spécialistes, qui est peut-être plus élevée. Mais ce n'était pas simplement une question de mieux répartir le risque, c'était aussi que les petites entreprises n'attirent pas les investisseurs parce que justement elles sont trop petites. Oui, alors ça c'est un autre sujet. Ça c'est un autre sujet qu'on n'a malheureusement pas à résoudre aujourd'hui, c'est que investir dans des petites entreprises, c'est plus risqué. Quand c'est plus risqué, le rendement est globalement plus faible et donc c'est difficile d'investir dans du très early stage alors que c'est nécessaire pour faire émerger ces nouvelles technologies, ces innovations dont on a besoin pour résoudre les enjeux qu'on a évoqués. Donc il serait utile que des investisseurs et peut-être des assureurs qui auront un bénéfice de diminution du risque global de leur portefeuille s'intéressent à des entreprises en début de vie. D'ailleurs, par exemple, vos confrères de Generali, peut-être qu'il y en a dans la salle, ont lancé un fonds d'amorçage récemment. Aviva, je crois que vous êtes assez actif aussi en la matière. Voilà, je trouve que c'est intéressant de la part d'assureurs de s'intéresser à ce tout début de vie des entreprises qui seront les innovations de demain, parce qu'elles contribuent à un rendement financier à court terme, mais aussi à permettre une diminution du risque global de votre portefeuille. Arthur Chabrol, vous voulez rebondir sur ce sujet ? Philippe Lavoitier. Oui, alors effectivement, je pense que mais si Pascal était là, il répondrait encore mieux que moi. Je crois qu'on est beaucoup d'entreprises du secteur de l'assurance à avoir bien compris que le sujet de l'amorçage est important. Pour autant, vous savez, c'est comme tout, hein. On a des actuaires ici. Si on demande à quelqu'un qui n'a pas de formation actuarielle de calculer les provisions techniques, ça va être difficile. Donc nous, il ne faut pas qu'on se transforme en ce qu'on n'est pas.
Donc on ne peut pas faire de l'investissement dans du private equity tout seul dans notre coin. C'est pour ça qu'on a besoin d'entreprises comme celle de Philippe et comme la vôtre, qui sont des spécialistes. Et puis par ailleurs, bien sûr, dans le respect de nos équilibres de long terme. Alors on a un actif général ou des actifs généraux, et là ce sont vraiment des sujets d'équilibre de long terme. Et puis on a de l'autre côté des unités de compte, où là le besoin des épargnants est souvent beaucoup moins technique que notre discussion. Ils ne nous demandent absolument pas d'early stage, de private equity et autres compréhensibles pour eux. Ils demandent simplement de jouer un rôle et que leur épargne soit investie dans le financement, notamment de la transition. Et c'est à ça qu'on doit répondre de façon finalement extrêmement simple. On y reviendra tout à l'heure. Philippe. Oui, je voulais juste simplement compléter sur... Investir dans les petites entreprises, c'est évidemment essentiel. Dans l'innovation, c'est essentiel. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a beaucoup besoin d'investissement aujourd'hui pour déployer des technologies qui ne sont pas des technologies innovantes, mais qui sont des technologies matures. Et un des gros problèmes aujourd'hui de l'accélération de la transition, et d'ailleurs, I4C fait son étude chaque année qui montre qu'on a un gap d'investissement donc de l'ordre de 10 à 30 milliards d'euros par an, pour atteindre nos objectifs au niveau de la transition. Et ces 10 à 30 milliards d'euros par an, c'est évidemment pas de l'argent dans l'innovation, c'est de l'argent dans des technologies que l'on connaît. Par exemple, la rénovation thermique des bâtiments. On sait comment rénover un appartement. Par exemple, les batteries, les recharges électriques ou hydrogène pour de la mobilité. Par exemple, la transformation en bio de surfaces agricoles. Par exemple, la méthanisation ou d'autres énergies renouvelables. Tout ça sont des technologies qui progressent, où on a besoin de continuer l'innovation, mais qui sont aujourd'hui déployables. Et on a un vrai problème aujourd'hui de passage à l'échelle de ces technologies. Et ça demande d'autres types d'investissements, notamment du partenariat entre les investissements publics et les investissements privés, sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler avec Pascal Canfin et qui ont été repris là par le gouvernement, avec cette idée de créer une utilisation de l'argent public pour dérisquer justement ce passage à l'échelle et accélérer la mobilisation de l'épargne de la finance privée dans ce domaine. Il y a déjà des exemples dans ce domaine ? Des exemples, oui, il y en a eu. Il y en a même eu déjà, par exemple, au tout début des énergies renouvelables. Il y a 15 ans, quand l'ADEME décide de créer un fonds qui s'appelait FIDEM à l'époque, qui était un fonds public-privé dans lequel l'ADEME avait investi 15 millions d'euros et puis qui est allé chercher 30 millions d'euros d'investissement privé, qui a permis de lancer les premiers plans d'investissement dans l'éolien en France. Il y a d'autres exemples comme ça. Il y a des travaux en cours sur l'agroécologie. Donc oui, il y a un vrai besoin de mobilisation de cet argent public intelligente, en fait. En gros, l'exemple le plus simple, le plus connu, c'est le plan Juncker, c'est-à-dire le plan Juncker européen, où on a mis de l'argent au niveau de la Banque européenne d'investissement pour... Il y a eu 20 milliards d'argent européen qui a été mis au niveau de la Banque européenne d'investissement, qui a permis de faire 60 milliards d'investissements par la BEI elle-même, et ces 60 milliards ont permis de faire 350 milliards d'euros d'investissement global dans l'économie européenne. Sauf que ce n'était pas fléché spécifiquement pour le vert dans ce domaine-là. Mais voilà, cette idée d'effet de levier, d'additionnalité, d'utiliser l'argent public pour mobiliser l'argent privé, c'est quelque chose qui me paraît assez clé si on veut résoudre l'équation actuelle. Gardez le micro parce que je voudrais en fait clore cette séance sur le fléchage des investissements dans les solutions bas carbone en vous demandant où est-ce qu'on en est au niveau de la Commission européenne sur la définition de la taxonomie, ce qui est vert ou pas. On saura demain, parce que comme Laurent le dit tout à l'heure, donc quand il disait demain, c'était pas une figure de style, c'était demain, alors, demain 18 juin, puisque donc comme vous savez, il y a eu les travaux du groupe d'experts. Oui, le HLEG. Donc, que nous avons rendu en janvier l'année dernière, qui ont conduit au plan d'action de la Commission européenne qui a été lancé en mars l'année dernière. Et puis à partir de là, les travaux ont démarré sur plusieurs axes. Donc à la fois la transparence et le reporting des investisseurs, des travaux sur la création d'un label, donc Arthur en parlait tout à l'heure, donc un éco-label européen qui est en cours de
réalisation, enfin de travail. Et puis donc, c'est cette question de la taxonomie. Et donc, pour avancer sur cette question de la taxonomie, mais aussi du label Green Bond et des nouveaux indices bas carbone, la Commission a créé un groupe technique, un Technical Expert Group. Et le groupe technique rend ses conclusions demain, notamment sur la taxonomie, pour donc définir ce qui est vert et ce qui ne l'est pas. C'est un exercice extrêmement complexe, comme vous pouvez l'imaginer, parce qu'ensuite, il va falloir que ça se traduise. La taxonomie va être une brique, un élément de départ. Hein. Ensuite, il va falloir l'utiliser, créer des standards, créer des labels à partir de ça. Et puis, c'est surtout quelque chose qui est forcément évolutif. La taxonomie verte, c'est une photographie aujourd'hui, on va dire, voilà aujourd'hui ce qu'on pense, compte tenu de ce qu'on connaît de tel ou tel secteur ou telle technologie, voilà ce qu'on pense être vert et pas vert. Et on fera évoluer cette taxonomie au fur et à mesure de l'évolution des technologies. Très bien, donc on va conclure cette table ronde par la dernière séquence qui est très importante, c'est la dernière mais pas la moindre. Il s'agit de parler des épargnants, comment répondre aux attentes de ceux qui cherchent à investir de façon responsable ou comment attirer ceux qui n'en ont pas encore l'idée. C'est un enjeu très fort. Arthur Chabrol, est-ce que vous pensez qu'il y a des progrès à faire sur la visibilité de l'offre et la facilité d'accès pour les particuliers? Rapidement. Si je vous réponds non, vous allez vraiment considérer que je me moque de vous. Quand on fait des enquêtes, il y a 80% de nos clients, nos épargnants, qui veulent investir dans des supports fléchés, climat, et pas que. Enfin, notamment climat, c'est le premier thème qu'ils évoquent. Et il y a 10% qui disent qu'ils trouvent ce qu'ils ont envie de trouver. Donc, si on dit qu'on est bon, je pense qu'on sait vraiment se moquer du monde. Alors, il y a 3 types de réponses qu'on peut évoquer. Il y a le label dont j'ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, Philippe l'a complété. Il y a le sujet des produits. Je pense qu'il faut être quand même assez honnête et ne pas toujours envoyer la responsabilité vers les autres, notamment vers les gestionnaires d'actifs. Il faut considérer que ce qu'achète un assuré chez nous, c'est un produit d'assurance. Il l'achète à son intermédiaire d'assurance, il ne l'achète pas à l'asset manager. Donc nous, il faut qu'au niveau de nos produits, on ait des produits simples, on ait des produits avec un grand choix d'investissement, pas un ou 2 fonds, ce que nous suggère de faire la loi PAC, c'est déjà très bien, mais c'est évidemment insuffisant. Et puis, il faut aussi qu'on puisse, et ça je vais revenir dessus, flécher le choix de l'épargnant, et quelque part que ces produits s'imposent comme des produits par défaut. Dans un multi-support, il y en a beaucoup d'entre vous dans la salle qui ont un multi-support, il y a entre 40, alors pour les plus petits, une quinzaine, juste 1500 fonds en libre choix. 1500 fonds, si vous imprimez votre multi-support, il faut 10 pages pour avoir tous les noms des fonds. Et s'il faut aller en page 9 pour trouver le fonds labellisé, il n'y a aucune chance. Donc ça ne marche pas. Donc il faut qu'on ait des produits qui soient simples, il faut qu'on ait des produits avec du choix, mais il faut qu'on ait des produits où le parcours client, comme on dit maintenant, nos hommes du marketing, soit simple. Qu'il soit d'ailleurs digital, c'est-à-dire que je fais mon choix d'investissement par une plateforme, ou qu'il soit physique par l'intermédiaire, je parle très fort, je n'ai même pas besoin du micro, qu'il soit physique par l'apporteur. Donc nous, contrairement à Pascal, on aime les apporteurs, on aime les intermédiaires, et les intermédiaires doivent comprendre le rôle qu'ils doivent jouer dans cette chaîne. Si vous vendez par des apporteurs et qu'aucun de vos agents ou courtiers n'a jamais entendu parler de fonds climat, vous ne vendrez rien. Voilà. Et vous disiez aussi qu'il fallait que ces fonds aient un nom qui parle. Le nom est important. C'est exactement ce que dit tout à l'heure Philippe sur désinvestissement ou exclusion ou engagement. Entre nous, on dit engagement. Avec des particuliers, on dit exclusion. C'est beaucoup plus simple. Donc les noms, c'est pareil. Si vous ne mettez pas un libellé clair qui peut être climat, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, ou ISR, si on veut jouer sur les 3 lettres, ça ne peut pas marcher. Si l'épargnant, dans le multi-support, dans le labyrinthe, doit aller trouver, faire son marché, et trouver à la fin, par chance, tomber sur ce fonds, il n'y arrivera pas. Donc le nom est important, le fléchage est important, les options par défaut, ce qu'il va voir lorsqu'il va sur les pages digitales, et bien sûr la formation des intermédiaires. Laurent Clerc, est-ce que la CPR a un rôle à jouer dans la protection des épargnants sur le risque de bulles vertes? C'est la dernière question avant de clore cette table ronde, parce que je vois que David me fait des grands signes. Est-ce qu'il y aurait une modification du devoir de conseil? Alors,
La question des bulles, c'est toujours quelque chose de très délicat parce qu'on ne sait pas toujours les identifier. Il y a des moments où il y a des conjonctions qui sont propices à l'émergence de problèmes de valorisation sur certains actifs. C'est quand on évoque des changements de paradigme, donc par exemple passer à une économie bas carbone, où il y a des nouvelles technologies mais sur lesquelles on a du mal à anticiper véritablement les bénéfices, les rendements, et où les acteurs conservent toujours une préférence marquée pour des rendements à court terme. Donc dans ce contexte-là, effectivement, l'effort qui est fait par le superviseur et le régulateur, il porte principalement, alors c'est peut-être pas suffisant, sur la transparence. Transparence vis-à-vis des risques. Donc c'est pour ça qu'on oblige les entreprises, les assujettis à publier sur les risques, décomposer autant que faire se peut les expositions. Et ça a un double rôle, hein, c'est l'orientation de l'épargne. Donc même si l'épargnant il a besoin de simplicité, il faut qu'il puisse savoir comment utiliser son épargne. Et puis ensuite, il y a la question de la mesure du risque. Donc, dans le devoir de conseil, enfin, par rapport à ça, la régulation elle a plusieurs types d'approches. Il y a le principe de la personne prudente, donc c'est-à-dire d'investir dans des actifs qu'on maîtrise et qu'on connaît et les proposer à la clientèle de la même façon. Et effectivement, le devoir de conseil qui est essentiel, en particulier vis-à-vis d'une clientèle qui n'est pas toujours bien informée par rapport à ces produits qui peuvent être parfois compliqués. Philippe, vous voulez dire quelque chose sur ce sujet pour conclure ? En un mot, dire qu'effectivement, c'est important d'engager la discussion aussi avec les clients. Tu parlais du parcours client, donc il y a la réglementation qui va potentiellement évoluer aussi avec la directive MiFID. Aujourd'hui, effectivement, quand on va souscrire un contrat d'assurance ou un produit financier, on nous pose tout un tas de questions, mais c'est des questions qui sont exclusivement centrées sur l'horizon d'investissement, sur la maîtrise du risque, etc. Pas de questions aujourd'hui sur les préférences environnementales, sociales des investisseurs. C'est quelque chose qui devrait évoluer et qui va permettre de faire le lien entre l'offre et effectivement la demande des clients. Merci. Fanny, la dernière... Je voulais juste citer une étude de Merrill Lynch qui estime qu'à horizon 10 ans, la moitié des actifs sous gestion seront ISR, portés notamment par la demande des millennials qui ne demandent que cette typologie d'actifs. Donc il va y avoir une très très forte progression en faveur de ce type d'instrument. Ben voilà, on termine sur une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a du temps pour des questions ou pas ? Non. Désolé, j'ai vraiment le rôle de goujat. Donc en fait, non, il n'y a pas le temps. Merci beaucoup. Merci.